Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le vendredi 4 décembre et c'est une grande première pour les Outre-mer. On l'a appris en milieu de matinée. La Guadeloupe accueillera bien le premier tour de la Coupe Davis de tennis. La Fédération française a tranché. Les 4, 5 et 6 mars prochains, le Vélodrome de Gourdeliane recevra l'équipe de France de tennis ainsi que l'équipe de France du Canada. Notre département était en concurrence avec la Martinique. Retour sur ces dernières semaines de tractation avec Karine Gielman. La Coupe Davis en Guadeloupe, une première pour les Antilles. 3 autres villes étaient en lice, Fort-de-France, Rouen et Albertville. Et c'est donc Bemao qui l'a remporté. Le match se déroulera sur terre battue et en extérieur. Ce tournoi marque le grand retour de Yannick Noah en tant que capitaine. Celui-ci a déjà occupé le poste en 91 et 96. La dernière fois que la France a remporté cette compétition, c'est en 2001. Le capitaine des Bleus a vivement encouragé le choix des Antilles. Et sur son insistance et le report de la décision initialement prévue le 13 novembre, pour laisser le temps de présenter un dossier, la Guadeloupe est finalement victorieuse. Et à l'annonce de cette nouvelle, Patrick Curie est allé recueillir vos impressions. Une excellente décision pour la Guadeloupe, ça c'est vraiment, sur le plan touristique, sur le plan économique, ça va rapporter beaucoup à notre île. C'est vrai, je souhaite ça parce que je voudrais bien que la Guadeloupe soit retenue. J'ai entendu ce matin, c'était la Martinique qui était légèrement devant, mais quand j'ai entendu, comme vous me disiez maintenant que la Guadeloupe a eu, je suis vraiment ravi, je suis vraiment content. C'est une bonne chose, je pense, pour le tourisme et apporter un peu plus de monde à la Guadeloupe. Ça va être un bon gaspillage d'argent, d'investissement, puisqu'on n'a pas ce qu'il faut pour accueillir. Donc il faut construire. Ça va être des impôts pour nous encore. C'est une bonne chose, c'est une très bonne chose pour la Guadeloupe parce que nous allons être sur le plan international. Tout le monde saura que la Guadeloupe ça existe et puis on est un petit coin du monde où c'est relativement tranquille et beau. Et puis touristiquement parlant, ça fera venir du monde. Et d'autres réactions bien sûr à venir dans notre édition ce soir à 19h. Nous vous en parlions hier, la Guadeloupe est désormais directement reliée avec les États-Unis via la compagnie aérienne Norwegian Airlines, une compagnie à bas coût. Le premier vol a eu lieu hier entre Boston et Pointe-à-Pitre. Anne-Elisabeth Arsène a été l'une des rares journalistes à embarquer sur ce vol inaugural. Voici son reportage. C'est le premier vol aux Antilles pour cet avion qui inaugure la première liaison Boston-Pointe-à-Pitre de la Norvégienne. La compagnie a mis les petits plats dans les grands pour cette première qui semble, selon le directeur commercial, très prometteuse. La raison pour laquelle nous avons choisi la Guadeloupe et la Martinique, c'est que nous y avons vu une grande opportunité et parce qu'il n'y a plus eu de vol direct depuis 20 ans. Et nous verrons si ces vols seront couronnés de succès pour poursuivre ces liaisons durant toute l'année. Parmi ces 149 premiers passagers, Christopher et Talifa se rendent en Guadeloupe pour la première fois. C'est ma première fois en Guadeloupe et la Norvégienne offre des tarifs intéressants. Alors j'ai regardé pour la Guadeloupe et ça m'a l'air magnifique. On a choisi d'y aller car il fait froid à Boston et on a envie d'avoir chaud. Voilà pourquoi on y va. On a appris qu'il y avait ce premier vol et on a décidé de venir de Montréal en voiture jusqu'à Boston pour pouvoir prendre cette opportunité. Alors, c'est une belle opportunité, je suis très contente. À la base, je viens de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, donc ça fait 1 an et demi que je suis à Montréal. Je suis vraiment contente, on a un super accueil ici en plus avec Norvégienne, c'est super. Je rentre avec le festival, passer les fêtes en famille et de Montréal à ici, c'est pas cher en plus, c'est vraiment génial. Je suis vraiment très excitée par ce vol et quand j'ai reçu l'email annonçant cette nouvelle compagnie et ce vol sans escale au départ de Boston, je savais qu'il fallait que je prenne mon billet parce que cela fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de vol direct pour la Guadeloupe ou la Martinique. J'ai tout de suite réservé, je n'ai rien demandé à personne, je devais être dans cet avion et j'y vais. Alors c'est mon anniversaire cette semaine et c'est une surprise que ma femme a organisée. Donc du coup, c'est elle qui a fait toutes les réservations et on va découvrir ça ce week-end. Pour Thierry Gargard, c'est l'occasion d'ouvrir nos frontières aux États-Unis avec ces 3 destinations. Ce que Norvégienne va apporter en plus aux îles de Guadeloupe, à savoir un départ de Boston 3 fois par semaine, départ de New York 4 fois par semaine et enfin départ de Baltimore, Washington 3 fois par semaine. C'est pour nous une très bonne opération car ça nous permet d'ouvrir les îles de Guadeloupe vis-à-vis des États-Unis
afin de faire venir le maximum d'Américains sur la destination île de Guadeloupe. On se rend compte aujourd'hui que le vol au départ de Boston est rempli à 90%, ce qui est une très belle chose pour l'avenir. Après 4h30 de vol, l'avion s'est posé à l'aéroport Paul Caraïbe dans une ambiance festive. Prévue initialement jusqu'au mois de mars, la compagnie prolonge d'ores et déjà les liaisons Boston, New York et Washington jusqu'à la fin du mois d'avril, avec un tarif très attractif de 250 € en moyenne le billet. Politique, J-2 avant le premier tour des élections régionales, dernière ligne droite pour les 10 candidats en lice. L'occasion pour nous de vous proposer un nouvel éclairage autour de ces élections régionales. Karine Gelman nous parle ce midi des jeunes dans la politique. Comment faire de la place aux jeunes en politique? Parmi les 9 candidats aux élections régionales, une seule a moins de 40 ans, Mélina Seymour. Du haut de ses 33 ans, son parti Ambition Guadeloupe entend bien mettre les jeunes au cœur de la politique guadeloupéenne. Les élus d'aujourd'hui, enfin les élus d'autrefois et qui sont encore en poste aujourd'hui, ne croient pas que la politique puisse changer effectivement la population, puisse changer, améliorer le cadre de vie. C'est une bagarre de postes, de pouvoir, d'enjeux électoralistes. Nous avons un projet qui est cohérent, qui est dynamique, qui est ambitieux, qui répond aux problèmes d'aujourd'hui et qui prépare surtout l'avenir de nos petits-enfants et de nos enfants surtout. Le duo de tête, selon les sondages que sont Victorin Lurel et Harry Chalus, ont réuni autour d'eux des comités de jeunes de soutien très organisés. On a constaté qu'il y a un travail qui a été fait. Parce qu'il faut savoir que la Guadeloupe est la première région de France en termes de dispositifs jeunesse. Donc par rapport à ça, nous nous sommes réunis et nous avons dit que le candidat Victorin Lurel a fait du travail, il a fait le job. Donc par rapport à ça, nous souhaitons défendre son bilan, mais également des projets d'avenir et des propositions un peu plus fortes aussi et continuer cette action régionale impulsée par le candidat. Pour nous, ce sont des jeunes qui ont décidé de s'investir en politique, s'investir autour d'Harry Chalus et de l'équipe qui conduit pour les prochaines élections régionales. La différence pour nous, elle est là, elle est symbolique. C'est-à-dire que ce ne sont pas des jeunes qui se sont rassemblés pour soutenir un candidat, mais qui sont venus pour faire des propositions, démontrer qu'il y a une jeunesse qui veut s'investir, qui veut prendre sa part dans le développement de cette Guadeloupe. En tout cas, il semble important d'appartenir à des partis déjà établis pour prendre son envol politique. Les jeunes sont présents en fonction du poids politique de chaque liste. Alors par exemple, quand on regarde la liste de Victorin Lurel, qui a quand même une machine de guerre avec près d'une vingtaine de maires, ça veut donc dire que quand on constitue la liste, il y a des logiques qui font qu'on met d'abord les grands pourvoyeurs de voix devant, parce que l'électorat, quand il a un maire dont il estime que le maire n'est pas à sa place sur la liste, ça peut entraîner de l'abstention et voire même un désintérêt. Et ce n'est que par la suite que l'on peut effectivement envisager d'intégrer les jeunes. Les campagnes nécessitent un budget conséquent et ne peuvent être remboursées que si le candidat réalise 5% des votes. Autrement dit, se lancer en politique pour un jeune sans la notoriété des plus anciens est risqué. La jeunesse guadeloupéenne a donc décidé de s'organiser pour participer et encourager les jeunes à entrer dans le débat politique. Donc moi je pense qu'en tant que jeune, on devrait se mobiliser et voter puisqu'il y a des études qui montrent qu'il n'y a pas assez de jeunes qui votent. Et pour moi c'est important puisque c'est notre avenir qui est en jeu. Le fait que nous, on fasse l'action de voter sans geste citoyen et notre vote va vraiment permettre aux jeunes et aux candidats de prendre en compte ce que nous on fait. Il semble en effet que le vote soit un premier pas pour contribuer à la vie politique. Au chapitre environnement, la COP21 se poursuit à Paris. Près de 150 chefs d'État ou de gouvernement jusqu'au 11 décembre pour tenter de trouver un accord sur le climat. Et les débats se multiplient, notamment concernant les comportements humains sur notre environnement. En Guadeloupe, il faut savoir qu'il y a un véritable vide scientifique sur cette question. C'est pourquoi le laboratoire de recherche de l'Université des Antilles porte un projet d'étude sur les conséquences du dérèglement climatique sur les Antilles françaises. Les précisions de Muriel Barlagne. Une banque de scénarios pour tenter de déterminer comment les eaux submergeraient nos côtes en cas de cyclone ou de tsunami, c'est le travail réalisé par le LARGE, laboratoire de recherche en géosciences et énergie de l'Université des Antilles. Dirigé par Narcisse Zaïbo, ce laboratoire fédère 3 groupes de recherche, dont un sur la submersion marine. Aujourd'hui, il s'agit d'ajouter un paramètre,
Les chercheurs veulent comprendre ce qui se passera si en plus le niveau de la mer continue d'augmenter. D'après les données qui sont disponibles, donc la montée des eaux concerne nos territoires. Voilà. Mais après, donc ça, de combien exactement, bon, on ne sait pas encore, mais effectivement, quand on regarde un peu l'évolution de ces éléments-là, donc quand on regarde un peu l'historique de nos zones côtières, donc les côtes sont progressivement donc rongées par la montée de l'océan. Donc effectivement, nous sommes concernés par ces éléments-là. Voilà. Pour plancher sur la question, le large s'est associé à Météo France et au BRGM, Bureau de recherche géologique et minière. Ensemble, ils portent le projet intitulé le C3AF, conséquences du changement climatique sur les Antilles françaises. Chacun y développera un axe. Nous, on va étudier à l'université un peu la conséquence de la pluviométrie intense sur les cours d'eau et comment ça peut donc inonder un peu les territoires. Et bien évidemment, regarder toujours, donc, comme on est dans une région où on a une saison cyclonique, voilà, en contexte de montée des eaux, voilà, comment nos territoires donc, seraient impactés par le passage d'un cyclone et comment nos territoires seraient également impactés par l'avènement d'un tsunami dû à un séisme ou à un volcan. Pour l'instant, le C3AF postule pour un financement FEDER 2014-2020. S'il l'obtient, il permettra de combler un véritable vide scientifique quant aux conséquences réelles du réchauffement climatique sur notre environnement. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Il est question ce midi du démantèlement de filières clandestines en Guyane, de Porto Rico qui évite le défaut de paiement et puis de l'Argentine qui critique le Japon concernant la chasse à la baleine. Voici notre tour d'horizon de l'actualité dans la Caraïbe. Le parquet de Guyane estime qu'une enquête a permis le démantèlement d'une redoutable filière d'immigration qui acheminait depuis la frontière brésilienne des clandestins, dont une partie alimentait des sites aurifères illicites, a déclaré mercredi la procureure adjointe de Cayenne, Isabelle Arnal. Des pirogues de clandestins embarquaient d'Oiapoque, une commune brésilienne à la frontière de la Guyane, sur le fleuve d'Oiapoque, avec tous les risques que cela comporte. Là où le fleuve rencontre l'océan Atlantique, un secteur déjà théâtre de chavirage mortels par le passé. Le procureur de Cayenne, Éric Vaillant, estime dans une fourchette basse que 3 pirogues avec à bord à chaque fois une quinzaine de migrants passaient chaque semaine, ce qui fait environ 2300 illégaux par an, 3000 en fourchette haute. 80% des clandestins transportés étaient des Brésiliens, 20% environ des Haïtiens, a précisé le lieutenant-colonel Joël Champel-Auvier. Porto Rico a évité à la dernière minute un défaut de paiement en remboursant mardi 1er décembre une échéance de 354 millions de dollars sur les 72 milliards que représente sa dette au total. L'île ne dispose pas toutefois de la possibilité de restructurer sa dette en se plaçant sous un régime de faillite, à l'inverse des municipalités américaines. La crise économique a provoqué un véritable exil des entreprises installées sur l'île, ainsi que de ses habitants, dont 300 000 ont émigré sur la dernière décennie. Le gouverneur de Porto Rico a demandé au Congrès américain la possibilité de placer le pays en faillite et restructurer la dette pour éviter une situation catastrophique. Si les citoyens portoricains sont des ressortissants américains, l'île n'est pourtant pas considérée comme un des 50 États du pays. L'agence de notation Standard & Poor's a de son côté laissé inchangée la note CC en indiquant qu'elle estimait que les chances qu'elle puisse satisfaire au paiement à l'avenir ne sont pas bonnes. L'Argentine a exprimé mardi son opposition et son indignation à l'égard de la décision du Japon de reprendre la chasse à la baleine. Des navires baleiniers japonais ont quitté mardi un port de l'ouest du Japon pour rejoindre une flotte qui commencera une chasse à la baleine aux fins de recherche scientifique. Une décision controversée marquant la première chasse à la baleine depuis l'interdiction de cette pratique par la Cour internationale de justice il y a 1 an. La branche argentine de Greenpeace, organisation non gouvernementale de protection de l'environnement, a souligné dans un communiqué qu'elle avait travaillé dur pour obtenir cette interdiction par la Commission baleinière internationale, la CBI, et qu'elle maintenait une position stricte en faveur de la préservation des baleines. Lors de la dernière réunion de la CBI à Porto Rose en Slovénie en septembre 2014, nous avons obtenu 69% de votes en faveur de la création d'un sanctuaire des baleines dans l'Atlantique Sud.
Nous étions proches d'obtenir les 75% requis pour l'approbation de cette mesure. Toutefois, le Japon a de nouveau recruté une dizaine de pays pour voter contre cette proposition, a ajouté le communiqué de Greenpeace, qui a appelé Tokyo à annuler ses opérations de chasse à la baleine. Retour en Guadeloupe, il y a une semaine, la Banque alimentaire organisait sa collecte annuelle. Les Guadeloupéens étaient invités à donner des denrées non périssables. Cette année, 42 tonnes de pâtes, de conserve ou encore de riz ont été collectées. C'est un petit peu moins que par rapport à l'année dernière. L'heure est désormais au tri, au siège de la Banque alimentaire de Guadeloupe. Le reportage de Muriel Barlagne. Elles sont arrivées en vrac à la Banque alimentaire de la Guadeloupe. 42 tonnes de denrées alimentaires collectées les 27 et 28 novembre dernier dans une cinquantaine de magasins. Pour cette deuxième et dernière collecte de l'année, près de 400 bénévoles étaient mobilisés. Aujourd'hui, quelques-uns d'entre eux s'affairent au tri. Les denrées qui ont été collectées dans les magasins ont été provisoirement stockées et ensuite nous allons ouvrir toutes les boîtes et les trier par catégorie d'aliments. Riz, pâtes, chocolat en poudre, conserve de légumes, conserve de plats cuisinés, etc. Ensuite, ces denrées donc, seront pesées et stockées. 42 tonnes, c'est moins que l'année précédente où un record avait été battu avec 51 tonnes. Mais compte tenu du contexte, cela reste une bonne collecte pour Hervé Pérou, le président de la Banque alimentaire de la Guadeloupe. Je pense que c'est une bonne collecte. Parce que l'année dernière, nous avions battu le record, mais cette année, les Guadeloupéens ont été très sollicités, déjà à cause du cyclone qu'il y a eu à la Dominique, où les gens ont donné beaucoup, et en plus, il y avait un cumul de collectes sur la Guadeloupe. Et je remercie déjà tous les Guadeloupéens d'avoir donné, comme d'habitude, à cette collecte, mais pour moi, elle est très satisfaisante. Une quarantaine d'associations et 8 CCAS vont bénéficier de ces dons dès la fin du tri. Pour les prochaines collectes, Hervé Pérou pense mettre à disposition des Guadeloupéens des sacs biodégradables, de quoi encourager davantage de généreux donateurs. Je vous propose à présent de parler de nouvelles technologies et plus particulièrement de la fibre optique. Désormais, les entreprises situées dans la zone de Jarry, à Baie-Mahault, ont accès à Internet haut débit. Plusieurs groupes se partagent le marché dans notre département. On fait le point avec Richard Scott-Tamar. Nouvel acteur de la téléphonie et de l'Internet, Canal+ tient à faire savoir qu'il est un concurrent sérieux dans la guerre des télécoms. Le principal enjeu, c'est la fibre optique, cette technologie coûteuse permettant l'accès à Internet à très haut débit. En choisissant de communiquer massivement sur son premier client à Jarry, Canal+ veut faire passer un message clair à la population et à ses clients. L'entreprise a de grandes ambitions sur le marché de l'accès à l'Internet. Donc on a pris le pari d'investir dans les télécoms. Et donc Canal+ Télévision et Canal+ Télécom, c'est ce qu'on a créé aux Antilles-Guyane et à La Réunion, dans les DOM, avec un lancement d'un produit télécom qui s'appelle Canal Box. Et ce dont je suis fier, c'est qu'en fait, Canal Box a été inventé dans les DOM. Et des DOM, ça a été exporté déjà, et c'est exporté aujourd'hui en Afrique. Aujourd'hui, on a lancé Canal Box au Bénin, au Togo, et on est en train d'exporter ce produit qui a pris naissance ici, sur d'autres pays dans le monde. Et c'est la diversification de Canal+ qui se produit ainsi un petit peu à l'international en fait. Concrètement, c'est l'entreprise Mediaserve, nouvelle acquisition du groupe Canal+ Antilles, qui est chargée de la mise en place de la fibre optique. Un projet que l'entreprise prépare depuis des mois. Mediaserve est un acteur sérieux de l'Internet en Guadeloupe. Son rapprochement avec le groupe Canal+ Antilles marque un alignement sur la stratégie de ses concurrents, notamment le rapprochement de SFR et Numéricable. C'est l'un des principaux supports qui est utilisé par les opérateurs pour pouvoir construire leur réseau. Jusqu'à il y a peu de temps, la fibre optique était réservée en fait aux grandes entreprises, aux administrations qui pouvaient entre guillemets investir sur le long terme sur un support qui avait la réputation d'être coûteux. Aujourd'hui, avec l'appui du groupe Canal+, nous avons l'ambition en fait d'amener le très haut débit au sein de tous les foyers, au sein de toutes les entreprises. Donc bien évidemment, l'accompagnement en fait de ce déploiement de fibre optique sera fait avec un niveau tarifaire qui est équivalent à ceux qui existent dans les offres actuellement. C'est la zone de Jarry qui focalise toutes les envies.
En effet, Jarry, troisième plus grande zone d'activité en France, représente plus de 3500 entreprises et autant de possibles contrats d'accès à l'Internet par fibre optique. L'enjeu principal des différents fournisseurs d'accès à Internet est de s'implanter dans le plus grand nombre d'entreprises possible, et ce, dans les plus brefs délais. Un mot de football avec le coup d'envoi ce soir de la 9e journée de DH. Les Red Stars de Pointe-à-Pitre affrontent le Sirocco des Abîmes. Coup de sifflet à 20h30. Et puis je vous rappelle, l'info sport du jour, c'est bien sûr la Guadeloupe qui accueillera le premier tour de la Coupe Davis de tennis. Ce sera en mars prochain, plus précisément les 4, 5 et 6 mars 2016. Cela se déroulera au stade de Gourdeliane à Bémao, le stade qui accueillera l'équipe de France de tennis ainsi que l'équipe de tennis du Canada. On y reviendra bien sûr plus en détail ce soir dans notre édition de 19h. Mais avant de se quitter, on jette un rapide coup d'œil comme tous les midis sur vos prévisions météo pour cet après-midi. Et c'est un temps assez mitigé qui nous attend avec des éclaircies mêlées à des passages pluvieux. Le thermomètre quant à lui affichera entre 27 et 29 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Une édition que vous pouvez d'ailleurs revoir sur notre site, le www.alizé.com. Dans quelques instants, une météo détaillée de notre région, suivie du journal de TF1 et de petits secrets entre voisins. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour toute votre actualité locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.